Eh bien, là, grâce à Cécile Lejeune de Kantar Insight, eh bien, nous allons voir comment l'IA est une approche innovante pour mieux comprendre son marché, son audience. Donc, sans plus attendre, Cécile, je te laisse la main pour cette très belle conférence. Merci Nicolas. Vous m'entendez bien ? Donc oui, bonjour. Donc juste pour me présenter rapidement, je n'arrive pas à passer la slide, mais on va réussir. Je suis donc Cécile Lejeune et je suis effectivement présidente de Kantar en France. Et donc Kantar en France, on fait des études. Donc effectivement, principalement ce qu'on appelle des études consommateurs ou des études de marché. Et ce qui est intéressant à partager aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui l'IA permet à tous les instituts d'études, évidemment, de booster, comme tu l'as très bien dit Nicolas, mais surtout d'augmenter la façon dont on fait les études aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partager avec vous de façon la plus didactique possible quelles sont les 3 façons d'utiliser l'IA aujourd'hui dans l'univers des études, en vous montrant des exemples pour que ce soit le plus parlant possible. Évidemment, vous l'avez compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je répondrai à vos questions juste après. Donc, la première chose à savoir, évidemment, c'est que, évidemment, en tout cas chez Kantar et dans l'univers des études, comme on est un univers de data, on n'a pas découvert l'IA avec la Gen AI en 2022. Évidemment, on utilise l'IA pour gérer nos data depuis les années 80, avec au départ le machine learning, puis après le deep learning. Et effectivement, on a commencé à plugger l'IA générative à partir de 2022, un peu comme tout le monde quand c'est vraiment apparu. Donc, d'abord, il faut avoir en tête que c'est faisable aujourd'hui quand on a plugué nos data avec de l'IA depuis longtemps quand même. C'est faisable aujourd'hui aussi quand on a beaucoup de données. Et c'est vrai que chez Kantar, d'abord, on est un institut mondial et on travaille effectivement depuis des années pour beaucoup de marques. Donc, pour vous donner un exemple, on gère plus de 150 millions de conversations avec de vraies personnes par an. Sachant qu'une conversation, c'est une étude. Donc, si je transforme ça en data, en fait, on gère plus de 5 milliards de données par an. Donc, vous imaginez, depuis les années 80, l'historique qu'on a. Et ça, c'est la clé. C'est la clé parce que, comme pour toute forme d'IA, sur tout secteur, on dit, je crois que tout le monde le dit, j'imagine que ce matin, ça a été dit et redit, avec l'IA, c'est shit in, shit out. Donc, si on n'a pas assez de données à donner à une IA, si on n'a pas de la bonne donnée à donner, en fait, le résultat, il est forcément beaucoup moins bien. Donc, nous, on a de la quantité de données, mais on a aussi, et ça, c'est la clé, et je ne vais pas y passer trop de temps, mais il faut que vous l'ayez en tête, parce que je l'ai découvert, parce que moi, j'ai rejoint Kantar il y a 6 mois maintenant, et donc, j'ai découvert que c'est un univers qui repose sur la data et évidemment online, donc qui est attaqué par tout ce qui est cyber en général. Et donc, il y a beaucoup de fraude dans cet univers. Donc, la clé aussi, c'est de s'assurer que vous travaillez avec des gens qui font des études où il n'y a pas de fraude. Parce que c'est pareil, si c'est une machine qui a répondu à votre questionnaire ou si c'est quelqu'un d'autre qui a répondu à la place, etc., vous allez avoir des mauvaises données. Quand vous avez de la mauvaise donnée, et que vous donnez à l'IA de la mauvaise donnée, ça sort de la mauvaise donnée. Donc, vérifiez, 1, qu'il y a suffisamment de quantité et 2, que la qualité de ces données est la bonne. Ça, c'est la première clé de base quand vous voulez travailler avec un institut d'études qui vous propose de l'IA. Alors, j'ai vu une question rapidement. Bon, elle n'apparaît pas tout de suite. Donc, je disais, il y a 3 façons aujourd'hui pour les instituts, et en tout cas pour nous chez Kantar, d'utiliser l'IA. On va l'utiliser en prédictif, on va l'utiliser en synthétique et on va l'utiliser en analytique. Et vous allez comprendre qu'effectivement, c'est 3 façons d'utiliser l'IA qui est assez différente et avec évidemment des bénéfices très différents. Donc, je vais commencer par le prédictif, mais avant, et je le redis, si mon slide arrive, ouais. La clé, c'est quand même l'humain. C'est-à-dire que vous l'avez compris, il faut des données humaines, évidemment, à donner
à l'IA et il faut toujours les conserver. Et nous, par exemple, on tient à ce que l'IA apprenne que sur des données humaines. C'est-à-dire que l'IA n'apprend pas d'elle-même. Et ça, c'est la clé. Parce que, évidemment, quand on fait des études conso, et vous allez certainement me poser la question, en fait, on a envie que le consommateur nous dise ce qu'il pense à un instant T. Donc, si on ne peut pas nourrir avec de la donnée humaine, en fait, on ne peut pas correctement répondre. Et j'ai mis un exemple qu'on aime bien, c'est que oui, demain, l'IA va pouvoir acheter à notre place. On est tous d'accord, on a tous vu les super agents qui vont nous permettre d'acheter à notre place. Oui, mais ce n'est pas l'IA qui va profiter de l'objet à notre place. Et donc, ce n'est pas l'IA qui pourra répondre sur est-ce que ça s'est bien passé. Même le parcours d'achat, il ne faut pas demander à une IA parce qu'il y a toujours de l'humain. Et donc, il faut garder l'humain au cœur et vous allez voir comment on le fait d'ailleurs sur les 3 modèles d'utilisation de l'IA. Donc, le premier âge, et par lequel on a démarré évidemment, c'est l'âge du prédictif. Vous le savez, l'IA permet de prédire. Donc, nous, en fait, je vais vous montrer des exemples un peu plus détaillés après. Basiquement, on a donné à une IA, en fait, par exemple, si je prends l'innovation, tous les tests d'innovation qu'on avait faits. Et donc, elle a appris à travers tous ces tests, sachant qu'il y en a des centaines de milliers. Et à partir de là, on lui demande d'utiliser ce qu'elle a appris pour prédire ce que pourraient être les résultats d'une nouvelle innovation. D'accord ? Donc, c'est du test prédictif. Donc, on peut le faire sur des tests de concept en innovation ou des segmentations avancées. On peut le faire évidemment sur des tests de campagne, c'est-à-dire qu'on peut donner à une IA une campagne et elle va nous prédire quels pourraient être ses résultats. On l'utilise aussi le prédictif sur en fait l'optimisation des plans médias, je vais rentrer dedans, et enfin on l'utilise aussi pour optimiser le diagnostic de marque. Donc aujourd'hui, on a de l'IA prédictive qui a appris avec toutes nos données et toutes nos façons de tester, elle peut prédire. Donc, pour rentrer dans les exemples, si je prends l'IA qui est capable de prédire les résultats d'une campagne. Bon, on peut le faire, là j'ai mis l'exemple sur la télé, on peut faire digital, on peut faire du print, on peut le faire en script. L'intérêt, c'est qu'on va donner une campagne en 15 minutes, elle va me prédire les résultats. Et quand je dis prédire les résultats, je vous ai mis des exemples, mais elle donne une vingtaine de prédictions de résultats. Donc, évidemment, l'impact, l'engagement, le lien avec la marque, donc l'attribution, enfin, toutes les données intéressantes qui vont intéresser les directions marketing. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est comment l'utiliser. Parce que souvent, la première réaction que j'ai, c'est « Ah, c'est génial, ça va pouvoir remplacer mes tests conso. » Oui, mais non, en fait. Ce n'est pas fait pour remplacer les tests conso. Si vous voulez faire un test conso sur une campagne d'image qui est clé pour vous, on va toujours vous conseiller d'aller quand même interroger vos consommateurs parce que ça va être quand même beaucoup plus riche. En revanche, ce que permet l'IA, c'est de tester, par exemple, beaucoup plus large. Vous êtes en train d'explorer des idées créatives, vous pouvez en donner 10 à l'IA ou 5 à l'IA et elle va vous dire du coup, quel est celui qui a le plus de potentiel, sur lequel vous pourrez évidemment développer. Ou, par exemple, ce que font beaucoup de nos clients aujourd'hui, vous pouvez tester votre campagne, mais vous pouvez la tester surtout en comparaison avec tous les concurrents, puisque ça ne coûte pas grand-chose et ça prend 10 minutes. Ou vous pouvez tester tout le digital. Donc, à nouveau, ça ne remplace pas les tests conso, ça permet juste de tester plus et de tester plus loin. Donc ça, c'est pour les tests de campagne. Ensuite, on a les tests de concept. Donc, pour faire simple, donc là, on peut tester des concepts d'innovation sous toute forme, des tests pareils du packaging, des concepts packaging, on peut les tester aussi. Ce qui est intéressant à nouveau, l'IA ne va pas remplacer complètement le terrain. Par contre, elle va à nouveau pouvoir permettre de faire des choses plus vite, par exemple, parce que toute l'exploration qui peut prendre un peu de temps et où on ne peut pas explorer assez de concepts, là, vous pouvez explorer beaucoup plus de concepts au démarrage. Évidemment, quand vous êtes sur une innovation avec un timing de lancement très court, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser l'IA sur 1 ou 2 étapes pour raccourcir l'étape. Et enfin, évidemment, si vous êtes sur une catégorie très sensible,
parce qu'il y a beaucoup de concurrence et que donc vous ne voulez pas que des consommateurs soient au courant de votre produit parce qu'ils pourraient en parler, et bien là, c'est pareil. Vous pouvez utiliser aujourd'hui l'IA pour vous donner des premières réponses et du coup, limiter les sujets de concurrence. Donc, pareil, l'IA sur l'innovation, elle fait un peu la même chose. C'est vraiment complémentaire. Enfin, il y a l'IA sur l'optimisation des médias. Donc là, c'est un peu différent, toujours en prédictif. Hein. C'est un peu différent parce que j'imagine que vous connaissez tous ce que c'est qu'un MMM. Hein. Je crois que tout le monde fait des MMM. Bon, le MMM avant l'arrivée de l'IA et surtout du deep learning et l'IA générative, c'était assez basique, c'est-à-dire qu'on arrivait à voir quels médias avaient eu le plus d'influence sur les ventes. Grâce à l'IA, en fait, on peut être beaucoup plus granulaire, beaucoup plus véloce. Et en plus, on peut voir autant à court terme qu'à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut lui donner beaucoup plus de données à digérer. Donc, par exemple, elle peut vous dire, au-delà du média, si votre idée créative, elle a aussi influencé les ventes. On peut aussi savoir si la marque a influencé les ventes ou si votre campagne a influencé la marque. Donc, on peut aujourd'hui, grâce à l'IA prédictive, faire des MMM, mais beaucoup plus riches, avec des réponses beaucoup plus riches. C'est-à-dire que vous pouvez savoir quelle campagne a le plus nourri votre marque, par exemple, et donc va générer des ventes à moyen long terme. Quelle campagne a le plus nourri vos ventes à court terme ou quelle création a le mieux marché sur quel média. Enfin voilà, à nouveau, ça donne beaucoup plus d'informations. Donc ça, c'est effectivement l'IA prédictive. La deuxième façon dont on utilise l'IA aujourd'hui dans l'univers des études, c'est le synthétique au service de l'humain. J'aime beaucoup ce titre-là. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle la donnée synthétique, ou en anglais, synthetic data. Donc, la donnée synthétique, d'abord, vous allez me dire, c'est quoi? Très bonne question. Donc, j'ai trouvé une très jolie définition que je vais vous lire, mais je vais vous raconter après ce que ça veut dire. Que la donnée synthétique, enfin les données synthétiques, sont des données générées artificiellement par un algorithme d'intelligence artificielle entraîné pour reproduire les propriétés d'un ensemble de données réelles. Ça, c'est la définition de c'est quoi la donnée synthétique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA, grâce à toutes les données qu'on lui a données pour apprendre, est capable de recréer des personas synthétiques pour répondre à des questionnaires réels, par contre. D'accord? Donc, si je fais simple, on recrée des personas synthétiques qui vont répondre à la place de l'humain à un questionnaire. Alors, vous dites, waouh, c'est magique. Hein? Oui, ça semble magique. Maintenant, en fait, je vais vous expliquer que oui, c'est magique, mais ce n'est pas si facile à utiliser. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que cette donnée synthétique, pareil, elle augmente notre capacité à faire des études. Pourquoi? Parce qu'elle permet de comprendre plus d'audience. C'est-à-dire que tout d'un coup, je peux mettre plus d'audience, plus de types de personas dedans. Et ça, évidemment, beaucoup plus rapidement, parce que souvent, quand on fait des études et qu'on veut aller chercher des audiences particulières, en fait, ça prend du temps. Là, on va en gagner. Elle peut permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, beaucoup plus pointues. Et elle peut évidemment permettre d'explorer des nouveaux scénarios en toute confiance, puisque, à nouveau, c'est la donnée synthétique qui répond. Je vais vous montrer des exemples derrière, plus concrètement, hein, pour que ce soit vraiment concret et clair. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit mythe et réalité, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la donnée synthétique. Le premier mythe que j'entends et qu'on entend à peu près tous les jours, c'est la donnée synthétique élimine le besoin de données humaines. Alors, à votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Bon, avec tout ce que je vous ai dit avant, j'espère que vous avez compris que c'était faux. C'est faux, mais c'est faux pourquoi? Parce qu'à nouveau, la donnée synthétique, elle va pouvoir répondre à une question, enfin, en tout cas, le persona synthétique va pouvoir répondre à une question à une unique condition, c'est qu'il ait été nourri par l'humain. Si je n'ai pas nourri avec des réponses humaines, ça ne peut pas marcher. Donc, réellement, la donnée synthétique, c'est génial,
Mais alors nous, par exemple, chez Kantar, on dit jamais plus de 15%. De toute étude, en général, on ne met jamais plus de 15% de données synthétiques dans une étude. Parce qu'il faut pouvoir la comparer aussi. Et ça, je vais rentrer dedans dans les exemples après. Mythe numéro 2. Les données synthétiques peuvent répondre à n'importe quelle question de manière autonome. À votre avis, vrai ou faux? Ben là, en fait, la réponse, c'est que ça dépend. A priori, oui. Sauf qu'il faut évidemment avoir en tête que si on pose une question sur un secteur totalement nouveau, ben non, parce que les données, enfin, l'IA n'a pas appris de ce secteur, donc elle ne va pas pouvoir répondre. Si je pose une question sur une actualité qui a eu lieu ce matin, par exemple, ben là, c'est pareil, l'IA, elle n'a pas eu le temps d'apprendre qu'il y a eu un incendie, par exemple, à Paris hier soir. Donc, il faut évidemment avoir ça en tête. A priori, oui, ça peut répondre de manière autonome à plein de questions. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des choses où elle ne pourra pas répondre. Et donc ça, effectivement, il faut le faire avec des professionnels qui sont capables de vous le dire. Mythe numéro 3, passer au synthétique est facile. Bon, là, vous l'avez compris, hein, la réponse, c'est non, en fait, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile, pourquoi si je fais une analogie, c'est un peu comme passer de la voiture essence à la voiture électrique. C'est à peu près pareil dans le sens où ça semble facile. Hein, on a tous l'impression que passer à la voiture électrique a l'air facile. Finalement, quand on le fait, on n'a pas que changé de voiture. On a changé de mode de vie. Et ben, c'est un peu pareil. La data synthétique, en fait, change la façon dont nous, aux études, on travaille. Donc, on ne va pas travailler de la même façon, on ne va pas avoir les mêmes profils, on ne va pas avoir aussi la même façon de juger une étude qui a utilisé, enfin de juger, pardon, d'analyser une étude qui a été faite en partie par la donnée synthétique. Donc, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc, un conseil, faites-le avec des gens qui connaissent le sujet, parce que ce n'est pas si évident que ça. Donc, après, je vais partager avec vous 4 exemples de comment on utilise aujourd'hui la donnée synthétique. Alors, j'ai évidemment enlevé les marques parce que c'est confidentiel, donc on l'a plus traité sous forme d'exemples pour que vous compreniez, mais n'essayez pas de chercher la marque qui est derrière, vous ne trouverez pas. Le premier exemple qu'on partage avec vous, c'est celui le plus utilisé aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser de la data synthétique pour comprendre plus d'audience. Là, j'ai pris un exemple pour une marque de shampoing qui cherchait à avoir des réponses d'une cible d'acheteurs premium en Argentine. Bon, les acheteurs premium en Argentine, croyez-moi, en fait, on peut les avoir avec un panel, on peut y arriver. Mais c'est très, très long, c'est très, très cher et c'est très compliqué. Donc, là, on a utilisé la donnée synthétique et on a pu l'utiliser parce qu'on avait assez de données d'acheteurs premium argentins dans notre base. C'est-à-dire qu'on a quand même vérifié qu'on avait suffisamment en tout cas de cibles premium dans nos bases de données et que l'IA était capable, avait suffisamment de volume de connaissances pour pouvoir répondre à ces questions. Et on l'a fait. Et effectivement, on a eu des résultats évidemment très rapidement et plutôt vraiment justes. Donc, ça nous a aidés. Même si on a évidemment comparé à une étude réelle qu'on avait faite pour la même marque 2 ans avant. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut à la fois vérifier qu'on a suffisamment de données pour le faire, mais en plus, pouvoir avoir des humains qui peuvent analyser par rapport à d'autres choses. Donc ça, c'est la première utilisation. Deuxième utilisation, effectivement, être plus rapide dans l'analyse. Par exemple, on peut répondre à une question, puis-je planifier des stratégies trimestrielles plutôt qu'annuelles? On fait beaucoup de trackers, nous, que ce soit les trackers de marque ou des trackers CX et relations clients, où effectivement, c'est plutôt annuel. Bon, il y a de plus en plus de marques qui aimeraient avoir des informations plus fréquemment, par exemple de façon mensuelle. Bon, évidemment, si on veut faire ça, aujourd'hui, passer de l'annuel à mensuel a un coût x 12, basiquement, j'exagère à peine. Donc, tout le monde ne peut pas se permettre ce coût.
Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va mélanger avec du tracker conso, donc du vrai tracker conso et de la data synthétique pour permettre de passer de l'annuel au mensuel et pour pouvoir avoir des réponses beaucoup plus rapidement. Donc oui, c'est faisable de faire ça en mélangeant les deux. Et à nouveau, en gardant toujours que 15% de data synthétique. Troisième exemple, effectivement, ce qui est génial avec la data synthétique, c'est qu'on peut aussi élargir le champ des acteurs et le champ des possibles. Par exemple, souvent, quand on fait des études, on met ces 2-3 concurrents principaux parce que quand on a 25 concurrents, c'est quasiment impossible de les mettre tous parce qu'effectivement, ça coûte trop cher. Et grâce à la data synthétique, on peut justement mettre plus de marques et donc comparer avec plus de marques et donc voir beaucoup plus rapidement, en fait, quel concurrent est en train de vous piquer des parts de marché. Et on va démarrer avec des données synthétiques, mais si on veut le confirmer après avec de la donnée panel, on peut, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement inclure beaucoup plus de concurrents. Et dernier exemple, qui effectivement paraît assez juste aussi, c'est toutes les hypothèses de test. Donc, par exemple, je peux répondre à la question « Que voudraient les hommes de 18 à 24 ans lorsqu'ils recherchent un nouvel ordinateur portable ?» Question assez large, hein, on est d'accord, sur laquelle faire un échantillon de panel, en fait, on perdrait peut-être un peu de temps. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est d'abord poser cette question de façon, à de la donnée synthétique pour voir qu'est-ce qui ressort et du coup permettre à notre enquête panel conso derrière d'être beaucoup plus pointue et plus accurate et donc plus efficace. D'accord? Donc, voilà les 4 façons. Alors, vous pourrez lire dans le détail les slides, hein, mais c'est les 4 grandes façons aujourd'hui dont on utilise, pour lesquelles on utilise la donnée synthétique. Il y en aura plein d'autres, hein, parce que ça, c'est toujours pareil. Avec l'IA, on apprend tous les jours. Donc, il y en aura certainement plein d'autres demain. Là, c'est des exemples qu'on a réalisés cette année. Après, à nouveau, gardez en tête que si vous utilisez de la donnée synthétique, vérifiez que, l'IA que vous utilisez pour sortir la donnée synthétique a été nourrie avec suffisamment de données sur votre sujet. 2, qu'il n'y a pas que de la donnée synthétique qui est utilisée. Ça, c'est vraiment, vraiment la clé aujourd'hui. Et enfin, que cette donnée synthétique a bien été nourrie par de la donnée humaine. J'allais oublier de le rappeler, mais évidemment, c'est la clé. Voilà, c'est la clé, en tout cas, pour avoir des réponses les plus intéressantes. Donc, j'ai fait la donnée prédictive, l'IA prédictive, l'IA synthétique, hein, donc qui sont pour le moment les 2 premières façons qu'on a développées. Et là, on en a une 3e qui est en train d'arriver où, en fait, on rentre dans un nouvel ère, vraiment. Parce que, en fait, on découvre que grâce à l'IA générative, et vous allez voir, en fait, qui s'appuie sur toutes les autres IA, évidemment, mais on ne va pas que augmenter ou booster la façon dont on fait les études, comme je vous l'ai montré avec le prédictif ou avec le synthétique. En fait, ça ouvre un champ des possibles incroyable. C'est-à-dire que, pour faire simple, ce que j'appelle l'IA analytique, c'est une IA qui va être capable de croiser des données elle-même pour trouver des réponses à des questions qu'on ne s'était peut-être même pas posées d'ailleurs. Et c'est là où ça ouvre un champ des possibles incroyable, comme vous pouvez l'imaginer. Je vais vous montrer un exemple derrière. Et ça, effectivement, nous, on commence à l'utiliser et on commence à se rendre compte que le champ des possibles est dingue. Donc, pour schématiser, j'aime beaucoup ce petit schéma. Aujourd'hui, en fait, le besoin d'information est de plus en plus grand, évidemment. Et avant l'information, en tout cas les informations d'études, hein, on les avait en les lisant, alors peut-être pas sur un journal, mais sur son ordinateur. Maintenant, pour la plupart, on a des dashboards, c'est super, on a l'impression que c'est super moderne. Oui, mais demain, ça ne sera ni en lisant une étude, ni en ayant un dashboard où je peux aller chercher le chiffre que je veux. Ça sera en posant une question
à l'IA et c'est l'IA qui va me répondre. Et j'aurai juste à poser une question. Enfin, je dis demain, hein, notre outil, nous, il fonctionne déjà, on l'utilise déjà. Et c'est ça qui est vraiment magique. Et donc, effectivement, je vais passer cette slide de plus ou moins, mais parce que je préfère vous montrer directement l'exemple. Là, je vais vous montrer une vidéo qui est une vidéo démo. Je sais que je vais essayer de la faire le plus courte possible, mais elle est super utile parce qu'elle vous montre le champ des possibles de ce qu'on peut faire. Mais avant de la lancer, juste à nouveau, imaginez-vous, pour faire simple, qu'on a plugué ChatGPT, je dis ChatGPT parce que tout le monde connaît, hein, on a plugué un ChatGPT à toutes nos données Kantar depuis des années, d'accord? Ou à toutes vos données, vous, marque, on travaille avec vous et on a des données sur la marque, on a des données sur vos créations, toutes vos données à vous de façon fermée, évidemment. Hein, on le fait. Et à partir de là, imaginez-vous que vous pouvez poser énormément de questions. On peut même plugger, et c'est ce qu'on est en train de faire pour un de nos clients, les données Kantar, mais aussi les données du client. C'est-à-dire qu'on peut plugger vos données de vente. Et là, vous pouvez poser énormément de questions à l'IA qui va vous répondre en croisant et des données d'études et des données de vente ou même d'autres données. Et c'est tout l'intérêt. Et je vais vous montrer donc à travers cette vidéo quelques exemples de ce que ça peut donner parce que ça démarre et ça ouvre un champ des possibles incroyable. Je lance la vidéo. Alors oui, ça c'est son nom, hein, vous passez, mais donc voilà tout ce que vous pouvez connecter, hein, comme données. Et là, vous partez, voilà, ça commence. Donc mes parts de marché en volume. On me fait le graphe immédiatement. La brand equity versus les concurrents. On me sort les chiffres immédiatement. Comment ma marque performe en termes de part de marché, mais aussi d'image, en comparant les deux et en croisant les deux. Comment mes campagnes digitales fonctionnaient, pardon, excusez-moi. Et là, effectivement, quel est mon demand power? Ça, c'est des études Kantar. Donc, je peux poser plein de questions. Là, le silence, c'est quelle est ma notoriété, très simple, élargie, sur tel marché. Et là, je peux même avoir des questions médias. Quel channel média est le plus efficace sur cette campagne pour les ventes? Donc, je peux poser, vous l'avez vu, toutes les questions que je veux en croisant à la fois de la donnée conso, la donnée de marché et évidemment de la donnée de vente. Et du coup, réellement, au-delà du fait que vous avez vu, elle répond relativement instantanément. En plus, bah là ce n'est pas le cas dans la démo, mais nous, on commence à l'utiliser vraiment au quotidien. C'est comme ChatGPT, c'est une vraie conversation. Donc, en fonction de sa réponse, je peux reposer une autre question, puis reposer une autre question. Et évidemment, à la fin, elle fait les slides. Hein, si par hasard, j'ai une présentation l'après-midi à mon board ou à mes équipes, je peux avoir les slides qui vont avec. Après, ce qui est intéressant et ce qui est important à avoir en tête sur cet exemple, c'est que, vous l'avez compris, hein, c'est oui de l'IA générative tout en haut, hein, parce que, qui est basée sur un LLM, évidemment. Mais au-delà du LLM, il faut avoir les skills analytiques parce que, à nouveau, comment comparer quoi avec quoi? Quel type de chiffres je peux croiser? Comment je peux les croiser? Quelle est la bonne donnée à aller chercher quand on me pose cette question? Évidemment, tout ça, c'est des données analytiques qui viennent de chez nous, Kantar, puisque c'est ce qu'on fait au quotidien. Et puis, par ailleurs, évidemment, il faut de la donnée de base qui, à nouveau, vient de toutes nos données depuis des années. Mais gardez en tête que, parce que j'ai fait l'essai, par exemple, on m'a posé la question, on m'a dit, mais je pourrais poser cette question à ChatGPT. Ben oui, mais non, en fait. Bon, d'abord,
ChatGPT n'est pas censé connaître vos ventes par cœur. Mais en fait, même s'il avait vos ventes, parce que vous pourriez dire, OK, je donne à ChatGPT ou à Copilot, parce qu'on est tous mes données de vente et mon étude de marque, mon tracker de marque. Et je vais lui demander de croiser les deux. Ben non, en fait, ça ne marchera pas non plus parce que ça n'a pas été entraîné à aller choper la bonne donnée au bon endroit et donc pouvoir croiser en fonction de la question que vous avez posée. Donc, oui, en fait, ça, parce qu'avant d'avoir cet outil, on essayait tous, comme tout le monde, d'utiliser Copilot, parce que nous, on a Copilot en interne ou ChatGPT pour voir si finalement, on ne pouvait pas gagner du temps en croisant et en demandant des réponses. On en gagnait un peu, mais pas autant que là. Puisque, à nouveau, et ça va être vraiment, ça va être l'avenir du secteur des études. C'est-à-dire que là, pour le moment, même la démo que vous avez vue, en fait, elle est assez basique. Là, comme vous pouvez l'imaginer, je peux poser des questions sur un secteur, je peux poser des questions à l'IA pour prédire des tendances sur un produit, sur un secteur, sur un marché. En fait, le champ des possibles et des questions est quasiment illimité. Alors, il est illimité si on a de la donnée à nouveau avant, parce que si on n'a pas nourri avec de la donnée, évidemment, ça ne marche pas. Et à nouveau, on peut, là, on en a fait 3 déjà pour 3 clients, on peut le fermer sur vos données qui restent évidemment chez vous et qui sont fermées chez vous, chez le client. Et y plugger, on a découvert là, on peut même plugger de la donnée de prédiction de vente, plugger, en tout cas sortir de la donnée de prédiction de vente, vachement intéressante pour vos commerciaux par exemple. On peut évidemment sortir aussi des données de persona et de cible. Enfin bon, vous avez compris, la vidéo montrait 3-4 exemples de ce qu'on pouvait faire, mais le champ est vraiment large et ça ne fait que démarrer. Donc, je pense que dans un an, je pourrais revenir et partager avec vous encore plus de champ des possibles de ce que va pouvoir faire effectivement l'IA en termes, alors on a appelé ça analytique pour schématiser, mais ce qui est vrai, c'est que obligatoirement, quand on a beaucoup de data, on peut effectivement construire des IA plugués. Alors, il y en a qui appellent ça un agent, c'est plus qu'un agent là, quand même, ça va beaucoup plus loin, qui effectivement peuvent répondre à plein de questions. Donc, demain, on ne regardera plus un dashboard pour aller retrouver, au fait, c'est quoi ma part de marché, ma part de voix, ou c'est quoi mon taux de notoriété dans tel marché, où il faut que j'aille cliquer dans machin, il faut que je trouve le marché, que je trouve là. Demain, on posera juste une question. Aujourd'hui, on pose juste une question je dis ChatGPT parce que c'est pour que vous compreniez, mais à l'agent, et on lui dit c'est quoi mon taux de notoriété en Argentine, et évidemment, immédiatement, il va répondre. Il va même me dire est-ce que tu veux le taux de notoriété de cette marque par rapport à sa concurrence, est-ce que tu la veux par rapport à un autre secteur, enfin voilà, ainsi de suite. Et c'est une discussion. C'est comme ChatGPT, c'est vraiment une discussion. Donc voilà pour essayer de vous expliquer le mieux possible les 3 façons dont, dans les études aujourd'hui, on utilise effectivement les IA. Alors, oui, moi j'aime bien ce slide, j'aime bien le titre de ce slide, Think Big et commencer simplement. C'est vrai qu'avec l'IA, ce qu'on dit à nos clients, c'est important de penser grand, de se dire, OK, demain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec l'IA pour améliorer mon marketing, mais en même temps, il faut toujours commencer simple et petit. Donc, il ne faut pas se dire, je vais tout plugger, je vais tout faire. Non, il faut y aller petit à petit, step by step, mais en ayant une vision long terme vraiment ambitieuse. Parce que, en fait, les limites de l'IA, personne ne les connaît aujourd'hui. Donc, autant partir en étant super ambitieux, parce que ça vous permettra demain de pouvoir effectivement ouvrir le champ des possibles. Et je vous donne un autre exemple. On découvre aujourd'hui, alors là, c'est plus ça rejoint l'univers de la data synthétique.
et de l'analytique, d'ailleurs, les deux. J'arrive au mot de la fin. Juste pour que vous sachiez, on commence aussi à l'utiliser de plus en plus dans le qualitatif. Ça va vous paraître bizarre parce qu'a priori, les études quali, c'est vraiment pour avoir des conversations avec les humains. Oui, mais au-delà d'utiliser l'IA pour analyser les résultats, bon, ça, tout le monde le fait. Nous, on commence à s'apercevoir qu'en fait, on peut créer des groupes quali avec de la data synthétique et qui ne vont pas remplacer, mais qui peuvent permettre d'explorer beaucoup plus loin. Donc voilà, le mot de la fin, c'est ça commence, enfin, ça a commencé il y a longtemps, mais vraiment là, on commence à voir tout le champ des possibles et ça ne fait que commencer et c'est passionnant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à votre chargé d'études chez vous ou aux boîtes d'études avec lesquelles vous bossez. Parce que on découvre des choses tous les jours, donc n'hésitez pas à poser des questions, à apprendre, parce qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, Merci j'ai fait le mot de la Cécile. fin. Merci pour cette très belle conférence où, avec une approche ultra innovante, pour mieux comprendre l'humain, au final, comment l'IA est un vecteur pour se rapprocher de l'humain. Donc, vraiment Exactement. extrêmement intéressant. La vidéo de démo était également, je trouve, très inspirante. C'est un point qui est extrêmement important, et là, on le voit bien, notamment dans ton message. Voilà, c'est vrai qu'on connaît tous ChatGPT, Claude, et quel que soit le sujet en marketing, en général, il y a énormément de data, voire trop de data, et l'IA peut être justement un catalyseur pour mieux exploiter cette data. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, tout l'enjeu, en effet, c'est de donner la bonne data à la bonne IA. Parce que C'est tu ça. citais l'exemple aussi de si je mets toute la data directement dans le ChatGPT, ça ne va pas forcément fonctionner. Il faut des modèles entraînés et spécifiques sur le sujet. Alors, nous avons de nombreuses questions. Je vais commencer par la première question de Maude. Au moment où tu parlais du coup des MMM, la question de Maude, c'est est-ce que ce sont vos propres outils d'IA? Est-ce que vous faites appel à des outils externes à ce niveau? Non, ce sont nos propres outils d'IA. En revanche, on peut plugger des données externes, ça évidemment. Donc, on peut plugger énormément de données externes, mais ce sont nos propres outils d'IA qui le font. Super. Ça fait une très bonne transition pour la question d'après, justement. Sur la partie données, est-ce que vous savez intégrer, alors tu as dit que vous aviez beaucoup de données côté Kantar, vous saviez intégrer la donnée client, est-ce que vous savez également intégrer la data open source? Alors, open source, oui, très facilement. On peut même intégrer de la data des concurrents. Sur l'analytique, l'assistant analytique, on va l'appeler comme ça parce que je ne veux pas donner son nom, il s'appelle Kaya, je sais, c'est bizarre. Lui peut être plugué évidemment à de l'open source, mais peut surtout aussi, si besoin, être plugué à des données qui ont été faites par un autre institut d'études. Parce que l'intérêt, c'est qu'effectivement, il puisse trier le plus de données possible. Pour comparer dans un benchmark concurrentiel derrière, par Par exemple. exemple, ouais. Super, super. Ensuite, nous avons une question de Al. Finalement, votre base de données permet à une marque de savoir qui est leader, challenger, suiveur, notamment avec le chiffre d'affaires. Donc, justement, on parlait de benchmark concurrentiel. Alors, notre base de, je ne sais pas si c'est notre base de données, mais en tout cas, l'assistant IA que j'ai présenté à la fin, oui, il est clairement capable de dire ça. Il est même capable de dire si ma position de challenger est positive ou négative. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une position de challenger où, on appelle ça un future power, mais où j'ai un futur effectivement plutôt positif et donc j'ai une position de challenger dynamique ou j'ai une position de challenger plutôt en péril. Donc oui, bien sûr. Avec le chiffre d'affaires et avec des études de marché ou des études de marque. Pour notamment prédire les tendances. Et oui. Et oui, très important. Quand vous annoncez seulement 15% de data synthétique, du coup, la question, c'est est-ce que le 85%, du coup, c'est de la data qualitative, entre guillemets, récupérée de manière, je dirais, plus classique face aux humains? Oui, pour le moment, à nouveau, ça démarre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on s'est mis la barrière à 15% parce que, en fait, d'abord parce qu'on a besoin de pouvoir
d'abord comparer, analyser, regarder s'il y a eu des biais. Et pour ça, effectivement, il ne faut pas qu'on ait trop de données synthétiques, parce que sinon, on ne va plus les voir, les biais. Donc oui, pour le moment, nous, on s'est donné la limite à 15%. Il est fort probable que cette limite, elle augmente avec le temps, que plus on va utiliser la donnée synthétique, plus on va se dire qu'on peut augmenter cette limite. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra toujours de la donnée conso et de la donnée classique conso. On ne passera jamais à 100% de données synthétiques, parce que là, le risque, il est immense d'avoir des résultats en fait complètement absurdes. Et qu'on n'a pas vu surtout. C'est-à-dire des résultats faux et on n'a pas vu qu'ils étaient faux. Donc là, le risque, il est un peu violent. Ça ferait une stratégie artificielle sans mauvais jeu de mots. Voilà. J'ai une question peut-être. Est-ce que tu saurais justement illustrer avec un exemple concret, par exemple, quelle est je dirais, une donnée humaine récupérée? Quelle est justement la donnée synthétique que cela a pu générer, et justement quelle donnée synthétique serait bonne et laquelle serait mauvaise, juste avec des petits exemples concrets pour illustrer? Alors attends, si je reprends, est-ce que je peux reprendre mon exemple de la cible premium en Argentine? Si je reprends mon exemple de la cible premium en Argentine, qui là, en fait, qu'on a essayé d'aller chercher que en données synthétiques, hein, mais par ailleurs, on avait plein d'autres cibles hein, sur le sujet, et plein d'autres pays d'ailleurs. En fait, la condition pour pouvoir prendre cette cible uniquement en synthétique, à nouveau, c'était vérifier qu'on avait suffisamment de données sur la cible premium en Argentine. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai suffisamment de CSP+, argentins qui ont répondu à suffisamment d'études pour les connaître. Ça, c'est le premier point. Parce que si je n'ai pas ça, là, tu peux avoir, je ne sais pas moi, tu peux avoir, bah tiens, j'ai un persona soi-disant premium qui va dire que je trouve le shampoing génial parce que il va remplacer mon shampoing sec. Ce qui serait une aberration. Évidemment, personne ne répondrait ça. Mais bon, alors après, il y a l'humain. Nous, jamais une étude est présentée sans qu'il y ait des hommes qui regardent, enfin, qui l'analysent, qui regardent, qui aient un point de vue. Mais tu vois, pour essayer de te donner un exemple, tu peux avoir, dans les premiers tests qu'on avait fait, tu peux avoir des aberrations. C'est bien pour ça qu'il faut vraiment regarder si tu as assez de données. Et par ailleurs, c'est ce que j'ai dit aussi, on avait fait la même étude il y a 2 ans avec des vrais CSP+, en Argentine. Donc, on a aussi pu comparer. C'est pour ça que là, aujourd'hui, le 15%, il est bien. Je pense qu'il faut faire attention avant d'aller au-dessus. Maintenant, à nouveau, je pense que plus on va l'utiliser, plus on va apprendre et plus on pourra. Mais oui, on peut arriver à des aberrations. On a vu, nous, dans nos tests, des data synthétiques répondre un peu n'importe quoi à des questions. Mais on a compris pourquoi. L'important, quand on teste, hein, c'est de comprendre pourquoi. À nouveau, l'exemple que j'ai donné, si je demande demain à une donnée synthétique de me dire, je ne sais pas moi, de me dire, est-ce que l'incident d'hier soir a eu un effet sur le moral des Français ce matin, enfin, pardon, des Parisiens ce matin, bah, elle ne va pas pouvoir me répondre, parce qu'elle n'a pas appris qu'il y a eu un incendie, c'est pas possible, elle ne peut pas me répondre. Donc, même si je n'ai pas besoin de l'IA pour savoir que je pense que ça a eu un effet sur le moral. Ce matin, c'était l'apocalypse dans Paris, donc je pense que ça a eu un petit effet sur le moral de tout le monde ce matin. Oui, puis ça, c'est un vrai sujet, hein, je rappelle pour tout le monde. Hein. Les IA génératives, de base, s'appuient sur ce qu'on appelle un dataset, donc une base de données qui est figée dans le temps, notamment en général jusqu'à fin 2023, donc même pas forcément encore mis à jour sur 2024, peut-être les récents modèles. Et le sujet, c'est comment on arrive à donner du coup de la donnée plus actuelle à ces IA. Et ça, oui, parce que là, tu parles de modèles de langage générique, on va dire, donc Chat, Claude, Chat, etc. Nous, on la nourrit tous les mois. Hein. Donc, après, on la nourrit que tous les mois. Je vais te donner un exemple. Tu sais, j'ai pris l'exemple en prédictif des campagnes où on peut tester. Par exemple, quand on a commencé à le faire, on a découvert que l'IA ne connaissait pas les célébrités. C'est un sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques qui utilisent des célébrités.
Mm. Et ben donc, du coup, maintenant, depuis 2 ans, on nourrit l'IA avec les célébrités et on essaye de le faire au moins tous les 2 mois parce qu'il y a des influenceurs qui arrivent, il y a des… Donc, mais ça, c'est à nouveau, c'est des choses, il faut les apprendre, il faut en être conscient. Et puis, du coup, il faut nourrir avec la célébrité, mais surtout qui elle est, pourquoi elle est aimée. Enfin, voilà, pas que juste, elle s'appelle Sophie Marceau. Tout à fait. D'ailleurs, on reste toujours là dans ces questions sur ces sujets d'hallucination, de biais. Et c'est vrai que c'est souvent un problème d'ailleurs autour en tout cas sur la partie IA générative, c'est comment l'IA générative prend, je dirais, un aplomb pour dire une vérité, mais qui est potentiellement fausse. C'est toujours le risque. Et à un moment donné, dans la démo, tu montrais notamment une partie très intéressante de l'assistant de Kantar, où il y avait des graphiques qui étaient générés avec du share of voice, etc. Et donc, le sujet, c'est par rapport à un chat GPT, par exemple, qui pourrait essayer de produire des graphiques, mais faux, quelle est l'approche côté Kantar à ce niveau-là pour, je dirais, sécuriser cette donnée? Alors, nous, a priori, il ne peut pas halluciner, puisque, en fait, quand il n'a pas la donnée, il répond: «Je n'ai pas la donnée pour répondre à cette question». S'il montre un graphe, c'est de la donnée qu'il a récupérée et qu'il est capable de produire. Là, en l'occurrence, l'augmentation des parts de marché, c'est facile, hein. Après, là où il pourrait peut-être halluciner, mais on ne l'a pas encore, c'est quand il croise des données pour essayer de trouver lui-même, parce qu'en fait, comme tout IA, elle est de plus en plus intelligente et donc elle cherche de plus en plus à trouver des façons de croiser des données un peu différentes pour apporter des réponses. En fait, c'est pas de elle ne va pas halluciner parce qu'elle n'a pas la donnée, puisque là, en l'occurrence, on lui a donné la donnée. Elle va plus halluciner. C'est pas de l'hallucination. Elle va peut-être faire des calculs à un moment, mais jusque-là, franchement, tout ce qu'elle a fait était plutôt accurate. Maintenant, on la évidemment surveille tous les jours. Et comme on s'appuie sur un modèle aussi, hein, on n'a pas inventé le modèle de langage, mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas de l'open source déjà. Hein, c'est fermé comme source. Donc, elle ne va pas essayer de deviner ailleurs quelque chose qu'elle n'a pas. Oui, sachant qu'en plus, les différents modèles évoluent à vitesse grand V, notamment avec l'arrivée des modèles de reasoning, où dès lors que la data est là, on a quand même des résultats aujourd'hui beaucoup plus fiables qu'on pouvait obtenir il y a 2 ans. Exactement. Alors, nous avons une autre question de Maude. Est-ce que tous les clients de Kantar, du coup, ont accès justement à cet assistant? Alors, ceux qui le demandent, oui, évidemment. Après, les discussions qu'on a avec chaque client, c'est justement sur quelles données ils veulent qu'on plug cet assistant. C'est-à-dire que quelles données ils ont en interne, quelles données on a nous chez Kantar, peut-être quelles données il y a ailleurs. Et donc là, effectivement, après, on travaille avec chaque client sur leurs besoins d'abord, et en fonction des besoins, sur quelles données on va plugger l'assistant. Mais oui, tous ceux qui le veulent, ils peuvent avoir accès. Ok, super. Ensuite, nous avons une question qui revient souvent sur la sécurité de la data. Donc là, nous avons Céline qui demande, justement, tu disais, on peut plugger du coup la data client directement dans cet assistant notamment, mais quid de la confidentialité de la data client? Là, pour nous, c'est clé, hein. Comme vous pouvez l'imaginer, les sujets de confidentialité sur la data qu'on traite sont évidemment clés. L'assistant, il est plugué à la data du client dans un circuit fermé. Donc, personne d'autre que les clients, et en plus, souvent, les gens qui ont accès sont limités aussi au départ, en tout cas. Alors maintenant, il y a des clients là où on a ouvert un peu plus large, mais obligatoirement, c'est un accès fermé avec un mot de passe. Et évidemment, il ne faut pas que tout le monde ait accès à ce type de données. Même nous, par exemple, nous chez Kantar, hein, les données appartiennent à nos clients. Donc, moi, je n'ai pas accès à la donnée de Coca-Cola. Hein. Je n'ai pas à avoir accès, moi, à la donnée de Coca-Cola. Et heureusement, d'ailleurs. Sauf si j'ai besoin, parce que je vais le rencontrer et que je travaille avec lui et qu'il m'a demandé une analyse spécifique de cette donnée. Mais en l'occurrence, si c'est par exemple pas mon client en France, mais c'est notre client aux US, j'y ai pas accès. Et c'est normal.
Donc, nous, on respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup cette confidentialité et elle est clé, évidemment. Eh bien, super. Eh bien, je vois que nous arrivons justement, il est 13h50, donc un énorme merci à toi, Cécile, pour De cette rien. conférence très inspirante sur l'usage de l'IA pour mieux comprendre son marché, récupérer des insights beaucoup plus puissants. Merci encore, Cécile. Merci, Nicolas. Merci à